Moi, je suis Dr Fodé Moussa Sidibé. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Bamako. Mais je suis surtout Donso, c'est-à-dire chasseur traditionnel. Donc, je suis Donso D, apprenant auprès des grands maîtres. Ce dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est le système éducatif. Le système éducatif aujourd'hui dans notre pays rencontre d'énormes problèmes et on n'arrive pas à comprendre que chaque système, quel qu'il puisse être, en naissant dans un lieu, garde toujours l'âme de ce lieu-là. Quand je dis âme, je pèse bien mon mot. Et le système éducatif que nous avons ici est né ailleurs, donc porte l'âme de cet ailleurs-là. Cependant, dans notre univers, particulièrement dans l'univers Bamana, on avait un système éducatif qui aurait pu être couplé avec le système éducatif actuel pour pouvoir donner une âme, c'est-à-dire l'âme de notre terre, à l'éducation que nous donnons à nos enfants. Et cette éducation traditionnelle ignorée fait qu'il y a beaucoup de choses que nous reprochons à notre société. Ces choses-là, ces tares-là, viennent du fait qu'on n'a pas tenu compte de cette exigence d'adaptation de ce qui vient d'ailleurs à ce que nous avions de tous les temps. Donc, de façon générale, chez les Bamana, l'éducation chez les Bamana, chez les Malinké, chez presque tous les peuples, chez les Dogons, l'éducation évolue par 7 ans. On a le premier 7, c'est-à-dire de la naissance de 0 à 7 ans, qui est l'espace ou le temps pendant lequel l'enfant, qu'il soit garçon ou fille, d'ailleurs, à cet âge-là, nous ne faisons pas trop de distinction entre filles et garçons. Parce qu'ils sont encore chez leur maman, c'est là où ils apprennent à s'asseoir, à marcher, à parler, etc., etc. Donc c'est la maman qui lui donne les premiers éléments de sa culture, les premiers éléments de son être. Et en ce moment-là, il est encadré par d'autres membres, les autres membres de la famille, mais l'essentiel de ce qu'il apprend vient de sa mère. C'est en ce sens que l'enfant est considéré comme un récipient vide dans lequel il faut mettre quelque chose. Et ce qu'on doit y mettre doit appartenir à la société. Les éléments qu'on met dans ce récipient vide doivent être des éléments de la société en question. Donc à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans, l'enfant commence à s'éloigner de sa mère. Parce qu'il commence à marcher, il commence à avoir des envies d'aller voir ailleurs. Et là, mais il reste toujours sur la surveillance assidue de sa mère, qui ne peut pas faire un temps assez long sans demander où est un tel, où est une telle. En même temps, la société de façon générale cherche à happer cet enfant-là, à le prendre en charge. Et à partir de 7 ans, ou plutôt pour le garçon, il va intégrer un groupe. Ce groupe-là, c'est son groupe d'âge. Et quand on dit groupe d'âge, il faut considérer que il peut y avoir 4 ans de différence entre les gens qu'on considère comme appartenant au même groupe d'âge. Donc, il va intégrer ce groupe et ce groupe-là est placé sous la tutelle d'une association initiatique qui lui apprend des choses. Et cette association initiatique est le Ndomo. Le Ndomo qui est la première société d'initiation en milieu Bamana où l'enfant apprend d'abord une seule chose, c'est-à-dire il apprend à connaître l'homme. Les questions fondamentales qui lui sont posées sont: homme, qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Que viens-tu faire sur la terre? Donc l'enfant reste dans l'apprentissage de cela, de ces notions fondamentales sans lesquelles il ne peut pas être considéré comme une personne humaine. Il faut qu'il apprenne.
Et d'ailleurs, à cet âge-là, on l'appelle presque jamais moro, c'est-à-dire personne humaine. Parce que, pour le moment, il n'a rien ou presque rien de la personne humaine à part l'architecture qu'on lui a donnée, à part son corps. Donc, il peut rester dans cette société pendant 21 ans, c'est-à-dire 3 fois 7. 3 fois 7, donc il reste dans cette société où il passe de classe en classe, parce que cette société est subdivisée en 5 classes. 5 classes, il y a la classe des lions, c'est-à-dire les Wara, qui ont leurs éléments. Il y a la classe des chiens, c'est-à-dire Oulou. Il y a la classe des pentades, il y a la classe des singes et il y a la classe des oiseaux. Ces 5 classes-là, l'enfant passe d'une classe à une autre, où il apprend différentes choses selon la nomination, selon la dénomination de sa classe. C'est là où on lui donne des éléments auxquels il n'a aucune explication plausible. C'est là où on lui dit les contes. Beaucoup de contes. Il entend beaucoup de contes qui sont des récits, souvent des récits très très initiatiques, dont le sens premier, il comprend le sens premier. Il sait ce qu'on veut lui dire dans le sens premier. Mais, comme dans l'initiation, toute chose a 2 faces, toute parole a 2 époques, c'est-à-dire parole de jour et parole de nuit. L'enfant comprend la parole du jour, mais la parole de nuit lui est cachée pour le moment parce que son esprit n'est pas assez développé pour appréhender cette parole de nuit. Donc on lui laisse avec sa parole de jour, on lui dit des choses, par exemple, dans les récits, dans les contes, il va comprendre que le lièvre est un animal très rusé, qui propose toujours des solutions et les meilleures, et qui essaie toujours de se jouer d'un autre animal qui est l'hyène, qui passe pour l'animal le plus idiot de la terre, et qui est presque, on peut considérer comme le souffre-douleur de tous les autres animaux. Il y a bien sûr le roi, qui est le lion, etc. Donc, à partir de ces récits, l'enfant commence à comprendre la hiérarchie de la société. Et il commence à comprendre les sentiments. Il commence à comprendre les visions que les comportements peuvent entraîner. C'est-à-dire que si tu as un tel comportement, ça entraîne telle vision, ça entraîne tel qualificatif. Il comprend cela. Bon, il a le récipient commence à se remplir petit à petit, comme j'ai dit au début, commence à se remplir petit à petit. Il a des idées, il a des sentiments, il a des visions. Il commence par lui-même à s'orienter dans tout ce magma de choses qu'on lui donne et auxquelles il n'a pas forcément les explications. Et au plus tard, à 21 ans, qu'il est circoncis. C'est-à-dire que, de sa naissance jusqu'à 21 ans au plus tard, il reste ce qu'on appelle un bilakoro. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas passé par l'épreuve du fer, qui ne connaît pas la circoncision, qui est une étape très très importante de la vie du garçon dans le milieu bamana. Et à partir de la circoncision, qui est une grande cérémonie qui rassemble tout le monde avec des chants, avec des trucs. Et le grand bonheur, c'est que les enfants quittent le domaine maintenant, la préadolescence, ils avaient commencé, mais ils cessent d'être des enfants pour commencer à devenir des adultes. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut lui reprocher des choses, on peut le réprimander d'une certaine façon parce qu'il est censé connaître. Alors qu'avant, il n'est pas censé connaître, on ne fait que lui expliquer. Il n'y a pas de grande punition à cet âge-là, c'est-à-dire tant que tu es dans le ndomo, il n'y a pas de grande punition. S'il y a punition, la punition vient du ndomo même.
c'est-à-dire de la société d'initiation. C'est la société même qui te punit, pas les parents. Mais à partir du moment où l'enfant est circoncis, au plus tard, comme je disais, à 21 ans, c'est-à-dire 3 fois 7, il devient un adulte. Il est considéré comme un adulte. Il commence à devenir ce qu'on appelle kamalé. Kamalé, c'est-à-dire quelqu'un qui a la force maintenant, qui commence à avoir la force physique, la force de travailler, la force d'aller au champ, de faire les grands travaux, la force d'appliquer ce qu'on lui a appris de façon mentale, de façon intellectuelle dans la société d'une domo. Il commence à pouvoir les exercer de façon pratique. Et en ce moment-là, il a la possibilité d'aller dans d'autres sociétés d'initiation. Et la société la plus recommandée est bien sûr le Komon. Le Komon qui est une société, la plus grande société d'initiation en milieu bamana, qui reçoit tous les enfants d'un même village et qui sont initiés au Komon. C'est-à-dire il y a 2 formes d'initiation. On ouvre les yeux au Komon, c'est-à-dire tu as vu le Komon, tu as le mot de passe du Komon. Ou on te, comme on dit, on te tue au Komon. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, tout initié rentre dans l'initiation en tant que profane, en tant que néophyte. Au sortir, on a un nouvel homme, on a une nouvelle personne. Donc, à l'entrée déjà, on tue l'ancienne personne de façon symbolique. C'est une mort symbolique. Et pendant l'initiation, la renaissance apparaît et l'individu qu'on a au bout de l'initiation n'est plus le même que celui qu'on avait au départ. C'est ce qu'on appelle tuer dans le jargon des sociétés d'initiation. Donc, dans le Komon, il apprend, c'est, si vous voulez, le concentré de toute la connaissance en milieu bamana. Et l'enfant commence, le jeune garçon, commence justement à choisir ses voies. Il peut devenir herboriste pour devenir médecin après, il peut devenir grand agriculteur parce qu'il a aimé la terre, il peut devenir jardinier, il peut être quelqu'un qui se consacre uniquement à la recherche de la connaissance. Donc en ce moment, il devient un doma, c'est-à-dire un homme de la maison, mais un homme imbu de savoir. Donc il va de maître en maître pour apprendre. Et c'est la période où il voyage beaucoup. Il voyage parce qu'il a entendu qu'il y a tel Komon, il y a tel grand maître. Il va se confier au maître qui lui apprend. Il peut rester là-bas pendant toute la saison sèche à apprendre des choses auprès du maître. Et pendant la saison des cultures, il revient au village pour participer aux cultures. Et après les cultures, il peut changer de maître, aller. Donc, c'est la période de la quête du savoir. Il va partout, il cherche à connaître. Mais, chemin faisant, il peut s'initier à d'autres sociétés d'initiation, dont le Nama. Le Nama, le but, c'est de donner à celui au néophyte, au Nama, c'est lui donner des éléments de la société. C'est-à-dire les relations possibles qui peuvent être tissées entre les individus dans une même société. C'est-à-dire comprendre que ton père, c'est vraiment ton père, mais le frère de ton père est aussi ton père. Pourquoi il est ton père? Quelles sont tes obligations vis-à-vis de ce frère-là? Et quelles sont les obligations de ce frère à ton endroit? Valable aussi pour les parents éloignés. Donc il apprend à connaître la famille élargie. Et en dehors de la famille élargie, on lui explique le pouvoir. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir? D'où il vient? Comment il s'exerce? Etc. etc. Il a la possibilité également de s'initier à une autre société d'initiation qui est le Konon. Le Konon qui est une société qui étudie tout ce qui est sentiment, les sentiments, qui enseigne plutôt, pas qui étudie, qui enseigne les sentiments amoureux, le sentiment amical, le sentiment, etc. Tout ce qui vient de l'intérieur et qui sort de par la bouche, par les comportements, etc. Le Konon les enseigne
de façon systématique. Et c'est une autre société d'initiation. Mais avant cette société, l'enfant, le garçon, dès qu'il a la force, il peut s'exercer au Tiwara, qui est le fauve de culture, qui est également une société d'initiation à sa façon et qui récompense les grands cultivateurs, les grands, ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes en force physique à la société. Le Tiwara les récompense. Mais la grande société, la dernière, si on peut l'appeler ainsi, celle à laquelle on accède vers la fin de sa vie, parce que ce que je n'ai pas développé, c'est que l'évolution se fait, je l'ai dit au tout départ, par 7 ans. Les 3 premiers 7 ans sont consacrés au Ndomo, les 3 suivants, c'est-à-dire de 21 ans jusqu'à 36, je crois, sont consacrés, les 3 suivants, sont consacrés à l'apprentissage. Mais dès qu'on fait 7 x 7, 49, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on a une obligation vis-à-vis de la société. L'obligation d'enseigner. On a obligation de rendre à la société ce que la société vous a donné. Donc, c'est la période de l'enseignement. C'est la période où on répond à toutes les questions que les jeunes vous posent parce que vous êtes considéré comme quelqu'un qui en a suffisamment vu, qui a fait le tour 7 fois des choses de la vie, donc qui sait, qui doit être quelqu'un qui sait. Si c'est dans le même village, si c'est quelqu'un qui s'intéresse aux arbres, ou du moins aux plantes, il connaît presque toutes les plantes de son environnement et il connaît leur utilité, ce à quoi ils servent. Ils peuvent soigner, ils peuvent rendre malade, ils peuvent faire ceci. Ça, c'est son travail à lui. Donc, il enseigne cela. Mais à partir de 50 ans, de 7 ans après, on devient quelqu'un qui, plus on avance, plus on rend ce que la société nous a donné, plus on devient indépendant. Et cette indépendance-là commence à partir de 63 ans. À partir de 63 ans, la personne acquiert la liberté. Contrairement aux autres sociétés qui nous disent que l'homme n'est libre, que la liberté, etc., etc., nous, dans notre société, la liberté, par rapport à sa société, ne s'acquiert qu'à partir de 63 ans. À partir de 63 ans, la société ne peut rien vous réclamer. Vous avez déjà tout donné, vous êtes passé par toutes les étapes, vous avez enseigné pendant des années, vous avez rendu tout ce que la société vous a donné. Donc, à partir de 63 ans, vous devenez un homme libre. Libre, non seulement en parole, si vous allez dans nos villages, vous interrogez, vous écoutez les gens de 63 ans parler, mais vous avez envie souvent de fermer l'oreille parce qu'ils ne font plus attention à leurs paroles. La parole est libérée, totalement libérée à leur niveau. Ils peuvent tout dire. Ce que les autres disent à voix basse, et ils le diront à haute voix parce qu'ils ont acquis la liberté de parole. La liberté d'aller et de venir. À 63 ans, il peut se lever, prendre ses baluchons et dire « bon, je suis parti ». Il s'en va, il va aller s'installer là où il veut, il peut rester le temps qu'il veut parce qu'il a le droit d'aller et de venir. Alors que celui qui n'a pas ses 63 ans, il a encore la pesanteur sociale qui l'empêche de faire ce qu'il veut. Et à 63 ans, le vieux, comme on peut l'appeler, il peut se remarier, dire « bon, maintenant, moi je vais prendre une jeune épouse ». Personne n'aura à dire quoi que ce soit parce qu'il a acquis la liberté. Il a arraché sa liberté parce qu'il a rendu tout ce qu'on lui a donné dans la société. Donc, cette éducation, cette vision, elle peut être critiquée à plusieurs endroits, bien sûr. Elle peut être améliorée, mais elle mérite d'être connue, d'être enseignée à nos jeunes pour qu'ils sachent que la vision qu'on nous a amenée, les paradigmes anciens, les paradigmes étrangers que nous avons, ont leurs limites. Il est possible que nous-mêmes,
nous sachions que la liberté, les problèmes de liberté d'expression, de liberté ceci, de liberté cela, posent énormément de problèmes dans notre société parce que les visions ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas la même vision du monde, des êtres et de l'évolution même de l'univers. On n'a pas la même vision que les autres. Il faudrait que nous apprenions à mettre en valeur nos visions à nous, à mettre en valeur nos connaissances, à mettre en valeur nos systèmes, surtout nos systèmes. Le système d'éducation dont je viens de parler, il est possible, si nous y réfléchissons beaucoup, il est possible de mettre en valeur quelques éléments, ne serait-ce que les 5 classes de la société d'initiation du Ndomo qui peuvent fonctionner avec le même système qu'on a à l'école fondamentale. On a les 5 premières années durant lesquelles les enfants sont presque laissés à eux-mêmes, à part écrire, à part... Ils n'ont aucune explication, ou du moins ils n'ont aucun élément de leur propre société qu'on leur donne. On ne leur donne rien qui vienne de leur société. Et il est possible de leur donner des éléments qui viennent de leur société, des éléments issus du Ndomo. Donc, pour terminer sur ce système d'éducation traditionnel, on peut dire que nous ne serons pas grand-chose tant que nous n'apprendrons pas à regarder derrière nous, à regarder dans le rétroviseur. Nous ne disons pas qu'il faut retourner à ce siècle, à ces siècles anciens, mais nous disons qu'il faut avoir quand même recours à ces éléments quand tout est bloqué, comme aujourd'hui tout est bloqué en Afrique, en système d'éducation. Nous avons la possibilité d'avoir recours au système ancien pour pouvoir faire une éducation presque hybride qui pourrait fonctionner en ville tout comme au village. Il est possible d'adapter le système ancien avec le système nouveau que nous avons, mais ça ne pourrait se faire qu'à la base d'abord. À la base, c'est-à-dire apprendre aux enfants le système d'appartenance à une classe. À une classe, on dit, bon, on a une promotion, on a ceci, on a cela, mais ce n'est pas les enfants eux-mêmes qui induisent cette idée. Cette idée vient des enseignants. Cette idée vient du fait que les enfants sont dans la même classe, ils sont dans le même truc, mais ils n'ont pas d'obligation réelle les uns envers les autres. Chacun est indépendant, on est tous liés au seul maître qui est là ou à la maîtresse qui est là, on est liés à cela. Or, dans l'éducation traditionnelle, les enfants, on leur enseigne le fait qu'ils appartiennent à un même corps, comme dans l'armée par exemple. Ils appartiennent à un même corps et c'est ce corps-là qui est, quand un commet une faute, s'il doit être puni, tout le monde est puni en même temps. Ça, c'est le système traditionnel qui le demande. Parce qu'il ne doit pas être fautif tant que les autres ne l'ont pas réprimandé. S'ils ne font rien pour le réprimander, pour venir rendre compte au maître, comme quoi tel a fait telle faute, voilà, nous lui avons fait ça, nous lui avons fait ça, nous l'avons réprimandé, et voilà, ils expliquent tout. Et le maître ne fait qu'acquiescer. Parce que les enfants eux-mêmes auront réglé le problème à leur manière et selon un système qu'on leur enseignera qu'ils apprendront. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, la dénomination des noms des classes. Chez nous, ici, autrefois, on disait CP1, CP2, CM1, CM2, qui cours préparatoire, cours moyen, etc. À l'indépendance, le Mali a enlevé ça. On a dit première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, qui ne correspondent à rien dans la tête des enfants, sauf à une succession d'année en année, qui n'a pas de prise sur eux. Alors que si on leur dit, votre première année, ici, c'est la classe des lions. Vous êtes des lions ici. Et les défauts du lion, on leur enseigne ça. Ils savent que le lion, il est très fort, mais il a des défauts. Et les qualités du lion, on leur enseigne ça. Déjà, à partir de ce moment-là, l'éducation prend un sens. Un sens en ce que chaque enfant va essayer
de s'identifier surtout aux qualités de l'animal qui leur est attribué dans leur classe. Ceux à qui on va dire quand vous allez passer de classe, vous allez en classe 2, on dit bon, maintenant vous êtes la classe des singes. Quelles sont les qualités du singe? Quels sont les défauts du singe? Ceux-ci leur sont enseignés. On va dire bon, après vous allez à la classe des crapauds, les tauris. Crapaud, quelles sont les qualités du crapaud, quels sont les défauts du crapaud. Ainsi de suite, parce que ce que nous n'avons pas compris, c'est que la caractérologie animale reflète la caractérologie humaine. C'est ce que nos grands maîtres, les chasseurs, savent. Et c'est pourquoi ils ont beaucoup plus de facilité dans la société de façon générale à donner des conseils aux gens parce qu'ils connaissent la caractérologie. Et cette caractérologie-là, il faudrait que les enfants commencent à la connaître à partir des animaux. Et en cela, ils seront aidés par les contes. Les contes, nos contes ne sont pas à l'école. Ils ne viennent à l'école que très tardivement parce que les enfants ne savent même pas lire. Ils ne connaissent pas la langue. Parce que les contes sont transcrits ou traduits en français, ils ne connaissent pas. Il faudrait qu'on puisse leur dire les contes à cet âge-là, c'est-à-dire avant les 18 ans, donc avant la terminale, qu'on puisse leur apprendre toutes ces choses-là, parce que 18 ans, ça correspond à la terminale de façon générale, qu'on puisse leur apprendre toutes ces choses-là, qu'ils puissent connaître tous les caractères des animaux, qui reflètent les caractères des humains de façon générale et même de façon particulière. Le chef de famille est un lion dans sa famille. Et comment l'éviter? Comment éviter les courroux de son père? En un mot, c'est ce que ça voudra dire. Donc, il est fort possible de coupler cette éducation avec l'éducation moderne que nous avons, mais en prenant soin de mettre en valeur d'abord nos langues. Parce que les contes sont dits et sont bien compris dans nos langues, plus que les contes qui sont transcrits, qui sont traduits. Donc il y a des exigences. Peut-être c'est la paresse d'aller à ces exigences-là qui nous amènent à adopter le système des autres, parce qu'eux, ils amènent avec tous les éléments. On est en première année, on a règles, on a table, on a livre, on a tout. Donc il n'y a rien que ça. C'est les Occidentaux qui nous donnent ça. Mais par contre, si nous devons faire rentrer notre connaissance, nos savoirs traditionnels à l'école, il nous faudrait créer non seulement le système, mais également le matériel qui va avec. Et les matériaux qui vont avec. Et en même temps, enseigner la langue pour qu'on puisse venir dire des contes aux enfants dans leur langue. Qu'ils comprennent leur langue. Et on le sait, tout le monde le sait, il est très difficile à un peuple de se développer à partir de la langue d'autrui, à moins qu'elle n'abandonne totalement sa langue pour adopter la langue qui va finalement peut-être développer ce pays-là.